Alors bonjour à tous, nous sommes au troisième podcast du GMP. Je suis en compagnie de Didier Pachou, le président de l'association, d'Emmanuel qui est notre juriste, et aujourd'hui on accueille un invité, c'est Benoît Jude qui est détective privé et juriste. Et en fait on va lui poser quelques questions relatives à son métier parce qu'il est spécialisé sur tout ce qui est secte, donc il a tendance à pas mal enquêter sur les sectes. Et on va profiter du fait qu'il est bien accepté de venir nous voir pour lui poser quelques questions. Donc bonjour à tout le monde. Salut à tous, salut Mathieu, salut Emmanuel, salut Benoît. Salut, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc on va lui poser quelques questions histoire de vous faire comprendre un petit peu en quoi consiste son métier, quel est son quotidien, c'est quoi son rapport avec les sectes. Donc, je te laisse commencer les questions, Emmanuel. Je pense que tu en as quelques-unes pour notre ami Benoît. Bonjour Benoît, merci du coup d'être avec nous aujourd'hui. Et on voulait peut-être rapidement te poser la question suivante. Est-ce que tu pourrais te présenter ta formation, ton parcours, etc. Alors, je suis Benoît Jude, je suis détective privé sur Angoulême. Pour résumer la profession de détective privé, on est très cadré en France, donc on a 3 numéros qui nous est attribués par le ministère de l'Intérieur via le CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité. Donc un agrément, une autorisation d'exercice et une carte pro. Il y en a 2 sur 3 qu'on doit renouveler tous les 5 ans par formation continue. Sachant qu'avant de devenir détective privé, il faut suivre une formation initiale de 1 ou 2 ans, ça dépend. Il y a 4 écoles en France. Équivalent licence pro, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est obligatoire. Et moi, sinon, initialement, je suis juriste fiscaliste, donc j'ai un master de droit, et je me suis réorienté ensuite vers l'enquête. Après quelques années de travail en tant que juriste, enfin, plusieurs années même. Et donc mon agence est maintenant sur Angoulême, et je travaille avec une psychologue, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Ok, merci. Et donc, si je comprends bien, ton agence est spécialisée en dérive sectaire ou c'est juste une activité parmi d'autres Alors, initialement, détective privé, on est des spécialistes dans la preuve, donc on peut traiter un peu tout domaine, civil, social et pénal. Moi, très rapidement, j'ai voulu faire de staff un métier immédiatement utile, on va dire, pour l'intérêt général. Et comme je connais Amélie, ma collaboratrice, depuis très longtemps, qui est psychologue cognitiviste et sociale, je me suis dit que l'association de l'enquête privée, du droit et de la psycho serait utile dans les dossiers soumis donc à des faits de manipulation. Et donc, de fil en aiguille, au dérive sectaire, quoi. Donc maintenant, ouais, je fais 80 à 90% de mes dossiers, c'est lié à des facteurs de manipulation. Ça peut être des arnaques ou de l'abus de faiblesse simple. Mais j'en ai évidemment beaucoup dans le secteur sectaire. Ok. Et comment tu es arrivé à cet intérêt pour les dérives sectaires ? Par intérêt intellectuel, parce que je suis pas moi-même victime de ça à la base. Donc, je connaissais évidemment le phénomène, mais sans en être touché directement. C'est vraiment par goût pour la psycho. J'adore la psycho cognitive et sociale, donc encore une fois la matière de ma collaboratrice. J'ai pas mal suivi ses cours sans avoir les diplômes moi-même. Et donc, c'est vraiment par intérêt pour la matière. Et puis, encore une fois, de me dire, ce métier de détective privé peut sans doute vraiment être utile dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis, aussi parce que ça rejoint assez immédiatement un intérêt général. C'est-à-dire, au-delà du seul intérêt de mon client, qui est celui que je sers en premier lieu, les enquêtes peuvent servir, on va dire, dans un cadre plus large sur un terme préventif, ce genre de choses, quoi. Ok, bon, je suppose que c'est pas rose tous les jours parce que c'est des affaires qui sont parfois particulièrement ingrates et assez sordides. Je le suppose. Et quel serait pour toi le profil type des clients qui viennent te consulter ou consulter ton agence ? J'ai 3 profils types, des familles de victimes qui s'inquiètent pour un proche qui est en rupture, qui a disparu, qui a changé, voilà, plutôt classique, donc qui sont en questionnement et parfois en volonté de récupérer les personnes, voire d'aller en justice. Un autre cas de figure qui est assez fréquent, c'est des parents qui se séparent. Tant qu'ils étaient ensemble, tout allait bien. Il y en a un des deux qui est dans une croyance et pas l'autre.
Et au moment où ils se séparent, le dossier part devant le juge aux affaires familiales pour établir la garde des enfants. Et l'un des deux parents peut soulever que la croyance est dangereuse pour les enfants. Donc il y a un cadre spécifique dans le code civil pour ça, où j'ai travaillé là-dessus pour renseigner le juge aux affaires familiales. Et le dernier cas de figure, c'est des anciens adeptes. C'est plus rare, mais il y a quelques anciens adeptes qui sortent parce qu'ils ont eu le déclic eux-mêmes et qui ont envie de savoir comment procéder pour aider éventuellement d'autres personnes qui sont encore dans la secte, et puis eux-mêmes déposer plainte, enfin voilà, pour s'y retrouver quoi en fait, et puis comprendre ce qui leur est arrivé. C'est vraiment ces trois cas de figure-là. Ok. Benoît, est-ce que tu pourrais nous raconter, par exemple, ton premier dossier qui traite des dérives sectaires? Oui. Alors, le tout premier, je suis plutôt sur une dérive thérapeutique initialement. Donc, j'ai dû m'infiltrer quelque temps dans une thérapie qui s'appelle, pour pas la citer, la psycho-énergétique. Et bon, la différence entre une dérive thérapeutique et une dérive sectaire, c'est quand le thérapeute génère une emprise mentale sur le patient, quoi qu'il en soit, en tout cas, l'emmène vers un autre paradigme, quoi, une autre vision de la société, du monde, etc., etc. Donc moi, ça c'est mon tout premier dossier, c'est celui-ci. C'est-à-dire, c'est vraiment une thérapie un peu chelou, dans lequel il faut que je démêle le vrai du faux par rapport à une histoire familiale assez compliquée. Et puis cette thérapie aurait peut-être généré des faux souvenirs. Enfin, je ne sais pas si on aura l'occasion de réévoquer ce sujet-là. Et voilà, ça c'est mon premier dossier qui est déjà assez épineux. Mais je dirais une infiltration quand même qui est relativement du coup courte. Je n'ai pas commencé par un gros dos avec une grosse infiltration, c'est juste des infiltrations de quelques heures, quoi. Ok, mais justement sur ce terrain-là, comment tu fais pour infiltrer un groupe? Est-ce que tu te présentes par exemple comme un patient, un client, et ensuite tu y passes un temps indéfini, que ce soit 2 jours, 1 semaine, etc., le temps nécessaire pour trouver des preuves par exemple? Enfin, comment ça se passe d'habitude pour que tu prépares cette infiltration? Ouais. Alors l'infiltration d'un dossier à l'autre, elle n'est pas systématique, c'est vraiment le mode de preuve ultime. Il faut que j'arrive à le justifier en tant que juriste et détective privé dans un dossier. Parce qu'en tant que détective privé, il faut savoir que nos moyens d'enquête sont liés à notre légitimité de départ et au cadre dans lequel on enquête. Et quand on fait une infiltration, il y a une forme d'atteinte à la vie privée. Donc il faut que je puisse le proportionner. C'est-à-dire qu'il faut que les intérêts en jeu soient supérieurs, entre guillemets, à la vie privée du groupe ou du gourou potentiel. Donc ça, c'est pas systématique. Si je peux récolter des preuves d'une autre manière, d'une manière moins attentatoire, je le fais. Mais bon, bien souvent, si on veut de la preuve solide, il faut aller sur le terrain. Donc là, c'est moi qui vais calibrer en fonction du dossier et des éléments extérieurs que je peux récolter. Et ben le moment, le timing, la durée, où est-ce que je dois m'infiltrer, auprès de qui, c'est vraiment du cas par cas, quoi. C'est sur mesure. Et est-ce que tu t'es déjà fait démasquer ou un collègue à toi? Alors, collègue, déjà, je pense que je suis un des seuls frappadingues à faire ça. Je pense pas, en termes de collègues, on n'est pas très nombreux spécialisés en dérive sectaire pour la simple et bonne raison que intellectuellement, il faut le vouloir, faut en avoir envie, et les détectives privés, on peut faire tout un tas d'autres enquêtes. Donc, en termes de rentabilité, basiquement, pour un détective privé, c'est pas top comptable. La plupart de mes collègues font de l'adultère, par exemple, pour citer un cas simple. L'adultère, c'est simple, un cadrage rapide, vite fait, ça rapporte, et c'est pas dangereux. Donc, il s'avère qu'on n'est pas très nombreux, et moi, je me permets de m'infiltrer, encore une fois, parce que je bosse avec une psychologue, donc qui cadre mon action au départ et qui va me protéger d'éventuels faits de manipulation. Je sais où je mets les pieds, quoi. Je me suis personnellement jamais fait détroncher, on appelle ça comme ça dans mon métier, pas en tout cas en tant que détective privé. C'est-à-dire que j'ai pu sans doute des fois paraître jaloux, et donc peut-être amener une forme de prudence de la part de mes interlocuteurs, mais je me suis jamais fait cramer en tant que tel, sur un dossier sectaire en tout cas, en tant que détective privé. Et à ce jour, je pense pas que c'est arrivé non plus à mes collègues. On essaye de faire en sorte de passer inaperçu, quoi. Mais en général, ça marche très très bien. En tout cas, inaperçu en tant que détective privé. Et je suppose aussi qu'il y a une part, alors je sais pas trop, mais il y a notamment l'OSINT, c'est l'opération en récolte d'informations en source ouverte. Est-ce que toi, tu as aussi ce genre de méthode, ou de manière générale, les détectives privés, par exemple, c'est pas s'infiltrer sur un groupe Facebook de pseudo-médecine, etc. Enfin, comment ça se passe en numérique? Ouais, open source. Alors l'open source intelligence, je fais systématiquement parce que tant qu'à faire, autant récolter tout ce qui est public sur Internet.
en utilisant les petits outils qui vont bien. Personnellement, je fais partie de 2 communautés aussi qui m'aident quand j'ai besoin, parce que je n'ai pas forcément toutes les capacités. C'est quand même très très vaste comme truc. Mais je le fais systématiquement parce que il faut que je récolte un maximum d'infos avant d'aller sur le terrain. C'est quand même plus sécure. Puis parfois, en plus, je vais récolter des informations du coup que j'aurais pas besoin de chercher sur le terrain parce que je les ai déjà en termes d'éléments de preuve. Donc ça, je le fais beaucoup. Est-ce que tous mes collègues le font? Je pense que pas tous, hein, parce qu'il faut avoir une culture un peu techno pour faire ça. Mais en tout cas, moi, oui, je le fais systématiquement parce que il s'avère qu'on peut quand même, je fais pas mal de trucs. Et si je peux pousser un tout petit peu au-delà, c'est-à-dire mettre en place des techniques de social engineering, donc là, on commence un petit peu à prendre contact avec des gens sur Internet, tout ça, et puis choper de l'info. Ingénierie sociale, bon, je le fais aussi, hein, parce que ça permet, encore une fois, de sécuriser le terrain au max et de réduire le temps de terrain, qui est quand même le temps le plus à risque. Ouais. Et comment ça se passe du coup suite par exemple à une infiltration ou une collecte de données au numérique? Est-ce que tu rédiges un rapport qui ensuite est soumis au client par exemple et c'est l'avocat, je suppose, du client qui décide de le fournir en tant que pièce par exemple devant un tribunal ou pas, ou est-ce que il y a des particularités là-dessus? Oui, alors en tant que détective privé, déjà nous on a la possibilité de rendre, par rapport au cadrage du coup que je te disais au départ, c'est-à-dire qu'on est très contrôlé avec ces 3 numéros qu'on doit renouveler tous les 5 ans, enfin 2 sur les 3, de notre formation initiale, la formation continue, enfin voilà, tout ça fait qu'on a une définition claire de notre métier dans le code de la sécurité intérieure, le L621.1. Ce cadrage-là fait qu'on rend des rapports d'enquête qui sont recevables devant la justice. Alors, c'est pas des constats d'huissier, ça s'impose pas, mais la Cour de cassation a posé des critères en 62 dans l'arrêt Torino. Dès l'instant où ils sont détaillés, circonstanciés et précis, on appelle ça DCP dans le métier, et les juges l'acceptent. La partie adverse peut contester, mais dès l'instant où il est bien rédigé, moi j'étais juriste avant, donc j'essaie de cadrer le truc au mieux, ma foi, ça sert à tout le monde. Hein. Ça sert, comme tu le disais, à l'avocat, par exemple, de notre dossier, parce que l'avocat n'a pas la possibilité d'enquêter, hein, c'est pas son métier. Donc, il récupère ce que le client lui donne. Si le client lui donne un rapport d'enquête, c'est nickel, ça permet de construire des conclusions et une plaidoirie plus solide. Et les juges, eux, sont toujours en recherche de renseignements pour pouvoir juger le mieux possible. Surtout, comme je le citais tout à l'heure, sur un dossier de garde, c'est super touchy, il va juger uniquement dans l'intérêt de l'enfant, donc lui, il faut qu'il ait un max d'infos pour pas se planter. Donc là, nos rapports sont utiles. Dès l'instant, encore une fois, où ils sont détaillés, circonstanciés et précis, et puis qu'on donne pas notre avis. C'est-à-dire qu'on est là, on fait du constat, on peut faire un petit peu d'analyse. Moi, par exemple, ma collaboratrice psy va rajouter une forme de pré-expertise à l'intérieur sur tout ce qui est technique de manipulation, puisque c'est son taf. Mais voilà, il faut toujours rester le plus factuel possible et toujours dans le respect du contradictoire. La partie adverse peut toujours dire je suis pas d'accord, etc. D'ailleurs, à ce propos, je reviens sur les infiltrations. Je justifie, moi, l'utilisation de la caméra cachée dans le cadre de mes infiltrations pour justement éviter que mes rapports soient remis en cause. Parce que c'est tellement parfois délirant ce que je dis en infiltration que ça pourrait être contesté. On pourrait dire que ce que je mets dans mes rapports est faux. Parce qu'il faut savoir que moi, mon client, il n'a que mon rapport. C'est-à-dire que les caméras cachées, ça finit chez personne, même pas auprès de la justice. C'est uniquement moi à titre de preuve. Je vais extraire des preuves, mais personne ne les a. C'est simplement en cas de contestation, je les montre à un huissier qui va valider que ce que j'ai filmé correspond à ce que je dis dans le rapport, par exemple. Et puis aussi, pour me rappeler tout ce que j'ai vécu, ça va vite. Et à la fin, pour que ma collaboratrice psy, qui est soumise au secret professionnel comme moi, puisse analyser ce que j'ai vécu à l'intérieur, parce qu'elle, elle l'est pas, donc ça lui permet de voir en différé ce que j'ai vécu grâce à la caméra cachée. Bon, voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai peut-être été un petit peu plus large, mais ça peut créer dans ce cadre-là, en fait, notre action. Hein. Oui, complètement. Et au pénal, par exemple, est-ce qu'il y a des... Alors là, quand tu parles de famille, par exemple, dans une procédure de divorce, etc., on est au civil, mais est-ce que tu interviens toi aussi, par exemple, dans des dossiers pénals pour la partie civile, etc. Et du coup, comment ça se passe, tes relations avec les enquêteurs? Parce que je suppose qu'il y a aussi peut-être un empiètement entre l'enquête judiciaire qui est faite et ce que toi, tu rends comme rapport? Ou est-ce que c'est assez clair comme... Tout à fait. Alors, c'est vrai que dans les détectives privés, on a plutôt vocation à travailler au civil, c'est-à-dire que le civil, hein, c'est ce qui, pour revenir pour les gens, c'est ce qui gère les relations entre les gens, c'est-à-dire que le pénal, c'est plutôt la société qui se protège des infractions. Les civils, c'est les relations entre les particuliers, pour faire court.
Donc nous, on a plutôt vocation à intervenir au civil, puisque par définition, on n'a pas de service de police en civil. Donc un dossier de garde d'enfant, par exemple, c'est du civil. Mais on ne sait pas à quel moment en fait on va toucher à du pénal. Donc moi, assez souvent, ça m'arrive d'enquêter ce qu'on appelle en pré-pénal. C'est-à-dire que les gens vont vouloir porter plainte. Comme les dérives sectaires en France, c'est quand même une matière qui est assez compliquée pour les juristes en face, qui sont procureurs de la République ou autres, assez difficile à appréhender, parce que c'est des infractions psychologiques. Les gens ont des difficultés à porter plainte, ils ont des difficultés à trouver une écoute, même auprès des services de police ou de gendarmerie. Donc moi, en fait, je suis là pour construire un dossier assez blindé pour que ce soit bien accueilli en plainte. Et parfois, pour le coup, ça m'arrive de travailler même en pénal quand il y a une enquête de police ou de gendarmerie en cours. Là, pour nous, pour les détectives privés, c'est délicat parce que on n'a pas d'interdiction de le faire, même si c'est les policiers qui ont vocation à d'abord conduire une enquête pénale. Nous, on peut venir en complément dès l'instant où on ne commet pas d'entrave à l'exercice de la justice. Donc, il faut qu'on fasse gaffe à pas... faut bien s'entendre, en fait. Moi, je communique avec la police quand je sais qu'il y a une enquête préliminaire ou une information judiciaire. Je demande aux gens de bien le signaler à mes clients, de bien le signaler aux policiers ou aux gendarmes pour qu'on s'entende bien. Et s'il y a des gens à aller voir, par exemple, je demande aux policiers et aux gendarmes s'ils ont l'intention d'y aller. S'ils disent non, de toute façon, on n'ira pas. Donc, vous pouvez aller les interroger. Donc, moi, je vais aller les voir. Comme ça, je fais pas de subornation de témoin. Bon, j'ai jamais, de toute façon, une intention de nuire quand je vais commettre une infraction sans le vouloir. Mais ça peut arriver. Donc, faut faire gaffe, faut bien se signaler. Et parfois, de toute façon, si on a enquêté avant la police et qu'ils décident d'enquêter, spontanément, il n'y a pas une collaboration en fait officielle entre les services de police et de gendarmerie avec nous. Mais honnêtement, quand ils vont ouvrir une enquête derrière nous, ils sont ravis d'avoir un rapport d'enquête puisque ça leur permet de savoir où ils vont mettre les pieds. Donc bien souvent, moi, je communique avec eux pour qu'ils récupèrent mon rapport d'enquête et puis que je leur apporte des précisions sur ce que j'ai vécu dans un groupe ou autre quand ils ont l'intention, eux, d'aller faire par exemple une perquisition. Ça leur permet de mieux connaître les lieux et d'être tout de suite plus efficace. Donc il y a une forme de collaboration, mais ça reste vraiment du off en fait. C'est pas officiel. Et le profil type à la fois des gens qui peuvent te contacter pour enquêter et à la fois quel est le profil type des dérives sectaires qui sont visées en fait. Est-ce que c'est plus des dérives sectaires liées à la santé? Est-ce que c'est plus des groupes connus comme les témoins de voilà. On va pas citer de nom. Est-ce qu'il y a un profil type qui ressort? Est-ce que par exemple c'est souvent le mari qui va s'inquiéter de sa femme qui est partie dans une secte? Est-ce que ça va être des enfants? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort vraiment? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment 3 catégories de gens. Encore une fois, les familles qui s'inquiètent pour un proche, par exemple, qui a changé ou qui a disparu et qui veulent savoir ce qui se passe. Ils ne sont pas forcément tout de suite sur le questionnement est-ce que c'est une secte ou machin. Ils savent des fois vraiment pas quoi. Donc ils veulent de l'info, quoi. C'est moi qui vais vérifier justement si la rupture est causée par un phénomène sectaire derrière et puis local. Après, il y a les dossiers de garde, comme je disais tout à l'heure, quand les parents se séparent, qu'il y en a un qui est dans une croyance, c'est pas l'autre, de garde d'enfant, je dis. Donc ça, honnêtement, c'est assez fréquent. C'est-à-dire que quand les parents sont ensemble, tout va à peu près bien. Mais dès l'instant où les parents se séparent et qu'une personne est dans une croyance extrême et pas l'autre. Par exemple, il y a des croyances qui amènent à être anti-vax. Ça, par exemple, c'est des choses qui sont assez récurrentes. Quand il y a une croyance qui amène à être anti-vax, le juge veut le savoir, quoi. Il veut savoir en théorie si à l'intérieur du groupe, quel est le discours sur la vaccination, quel est le discours sur les labos, sur la médecine en général, sur l'éducation, etc. Les adeptes, comme je disais tout à l'heure, ça c'est le 3e cas de figure, c'est pas le plus fréquent. Ça arrive qu'il y ait des anciens adeptes qui viennent me voir, mais voilà, c'est pas le plus fréquent. Après, en termes de classification, j'allais dire de phénomène sectaire, le milieu de la santé, forcément, depuis la crise Covid-19, ça a explosé. Mais il y en avait déjà beaucoup avant, en fait. D'ailleurs, le rapport du Sénat de 2013, je crois qu'il date de 2013, si je ne me trompe pas, à vérifier. C'est ça, il me semble, ouais. Il portait là-dessus, en fait, sur les dérives dans le monde de la santé. Donc là, ça a explosé. Moi, ce que j'ai vu, c'est certes une explosion sans doute de cas, mais c'est surtout que il y a vraiment le complotisme a rejoint en fait le milieu de la santé, pour faire court. C'est-à-dire que maintenant, la défiance à l'égard de la médecine, se sont vachement durcis, quoi. À l'égard des vaccins et tout ça, c'est de plus en plus compliqué, je trouve, à travailler là-dessus, parce qu'en face, pour essayer de faire revenir une personne entre guillemets vers la raison, c'est vachement compliqué, puisqu'ils se sont trouvés happés par
par des groupes qui se sont muflés dans leur discours anti-médecine, anti-vax et autres. Ça, c'est assez récurrent. Et ce qui est aussi très très récurrent, c'est j'allais dire, le milieu psy foireux, quoi. Psy quelque chose, quoi, peu importe. Parce qu'en France, c'est vrai qu'il n'y a pas d'exercice illégal de la psychologie, hein, à la différence de l'exercice illégal de la médecine. Ça existe au Québec, mais ça n'existe pas en France, l'exercice illégal de la psycho, parce qu'il n'y a pas d'ordre des psychologues. Donc, en fait, il y a plein de gens qui s'installent sous une appellation X ou Y, hein, comme je disais tout à l'heure, psycho-énergéticien, psychopraticien, psycho-machin. On s'en fout, on invente n'importe quoi. Dès l'instant où c'est pas réglementé, c'est pas poursuivable. Et ils vont faire, on va dire, de la psycho de comptoir. Et ça, honnêtement, des cas comme ça, j'en ai vraiment beaucoup. Et avec des énormes ruptures derrière, familiales, parfois avec vraiment des dossiers assez difficiles à démêler. Et puis après, oui, on va avoir les cas de figure des gros blocs qu'on connaît plus, sans les citer, mais des grosses sociétés des grosses sectes classiques. Mais honnêtement, là, les gens ont quand même plus d'informations, notamment grâce au réseau associatif. Donc, je pense que ils sont un peu plus, sans doute plus renseignés sur ces phénomènes-là. Moi, je vais être plus sur des trucs plus marginaux et plus fins, qui nécessitent vraiment, bien souvent que j'aille sur le terrain pour analyser le truc un peu plus finement, quoi. Et du coup, tu as aimé, toi, à intervenir un peu partout en France, ou est-ce que c'est seulement à Angoulême, là où tu es établi, ou est-ce que tu as un réseau, par exemple, à Paris ou à Marseille? Alors, non, vu qu'on est très très peu nombreux à être spécialisés, puis moi je pense que je suis un des seuls à faire de l'infiltration, donc clairement j'interviens partout en France, parfois à l'étranger. Alors quand je dis à l'étranger, si je peux éviter de mettre les pieds, en général je n'y mets pas les pieds parce que au niveau de la législation détective privé d'un pays à l'autre, ça peut être un peu délicat. Donc en fait, je fais partie d'une association qui s'appelle la WAD, où on doit être à peu près 1000, et je m'appuie en fait sur des détectives privés qui sont répartis sur environ 75 pays. Donc il y a un bon maillage. Et dès l'instant où comme ça, voilà, je vais avoir des dossiers transnationaux, et ben on s'aide les uns les autres pour pouvoir être plus efficace. C'est-à-dire qu'un détective qui est au pays connaîtra beaucoup mieux la législation et les habitudes que moi. Mais oui, par définition. Après, sinon, je me déplace partout en France, puis dans les pays francophones, ça arrive assez souvent. Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être une ou deux affaires qui t'ont marqué, enfin récentes ou pas d'ailleurs, mais sur le thème des dérives sectaires? Oui, alors il y en a une qui m'a marqué particulièrement, mais là j'étais même pas encore détective privé, mais je pense que c'est peut-être aussi ça qui a été une forme de déclic chez moi. J'étais même pas encore en formation de détective privé. J'avais été voir une dame, médecin, je ne citerai pas le lieu, comme ça on va éviter que ça énerve des gens, bref. Une dame qui était médecin, donc qui faisait de l'ostéopathie. À ce moment-là, je faisais pas trop gaffe, je me suis dit l'ostéopathie c'était pas mal. En même temps, j'ai beaucoup plus de recul sur l'ostéopathie, mais bon. Et puis je me suis dit, elle est médecin, donc ça va être cadré. Et en fait, très rapidement, elle m'a prévenu que c'était de l'ostéopathie énergétique. Donc là, ça devenait un peu chelou, mais pour la petite histoire, j'apprenais la guitare, et puis j'avais, je pense, simplement une tendinite, donc j'ai eu le mauvais réflexe d'aller vers l'ostéopathie énergétique. Et en fait, j'ai vécu vraiment le cliché de bout en bout avec dès la salle d'attente, les diplômes accrochés au mur, enfin tous les biais cognitifs sur lesquels on peut jouer pour influencer les gens. Je me suis retrouvé en slip, le truc classique, quoi, histoire d'être bien soumis à ce moment-là. Je me suis retrouvé avec tout un tas de problèmes au foie aussi. Ça, je me faisais trop de chocolat, je buvais trop. Enfin, j'avais tout un tas de tares qui n'étaient pas du tout celles pour lesquelles j'étais venu au départ. Et surtout, la dame m'a dit à la fin, parce que comme c'est de l'ostéopathie énergétique, elle m'a pas touché. Enfin, elle m'a fait quand même de l'acupuncture sans prévenir, ça c'est chelou. Mais elle a surtout travaillé sur mon énergie. Et à la fin, elle m'a dit, je trouvais ça très drôle, j'ai retenu la formule. Ça fait une anecdote un peu marrante là-dedans, ça change un petit peu. Elle a dit qu'elle m'avait élargi le cylindre énergétique. Donc j'ai retenu cette formule, l'élargissement de cylindre. C'est la première fois qu'on élargit le cylindre énergétique, donc très bien, du coup je m'en rappelle. Ta femme va être contente. Bon, voilà, ça c'était marrant. Je pense que c'est un peu aussi à partir de là où je me suis dit, parce que ce qui est quand même un peu inquiétant dans l'histoire, c'est que cette dame est médecin. Elle est toujours sur le site amélie.fr, là où les médecins sont répertoriés. Donc elle n'est pas radiée. Simplement, elle est indiquée comme ne faisant plus de médecine générale.
Alors, on n'a plus besoin parce que je pense que ça rapporte beaucoup mieux. Je sais plus combien c'était, 50 ou 100 balles. Et c'est surtout que derrière, elle m'a dit d'acheter pour 5 ou 600 balles de produits avec une fausse ordonnance, mais ça ressemble à une ordonnance. Pour des produits bidons, des cailloux, enfin tout ce qu'on veut. Et ça, c'était ma première source d'inquiétude. Je me suis dit, ça veut dire que même chez les médecins, on a des trucs comme ça qui sont chelous, qui peuvent nous embarquer dans un schéma de pensée qui est complètement déstructurant. Parce que là, j'étais parti normalement pour plein de séances, puisque j'avais plein de problèmes, soi-disant. Après, entre-temps, j'avais fait un check-up sanguin, j'avais rien du tout. Mais bon. Et il y a un autre truc qui m'a, pour citer une autre matière, parce que j'ai cité l'ostéopathie énergétique, la psycho-énergétique, j'en cite une troisième, c'est un peu comme la pub à la télé. Il y a un truc qui me perturbe beaucoup, qui m'a perturbé, moi que je considère comme de la dérive sectaire, et pas uniquement thérapeutique, ce sont les constellations systémiques et familiales. Je serais les gens regarder sur YouTube parce qu'il y a des séances qui apparaissent, mais c'est des ateliers de groupe où on arrive, on est plusieurs. C'est une thérapie, soi-disant, qui est basée un petit peu sur la psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'on va regarder dans le transgénérationnel s'il n'y a pas des espèces de fantômes qui traversent comme ça notre génome depuis nos ancêtres, là, donc de descendant en descendant. Et durant ces thérapies-là, en fait, on joue des rôles, c'est une forme de jeu de rôle. C'est la constellatrice qui nous dit, tu vas jouer la mère, tu vas jouer le beau-père, tu vas jouer le gigot qui est mort dans le ventre de la mère de cette dame, etc. Et du coup, on se retrouve dans des situations totalement délirantes où les autres patients, entre guillemets, vont vraiment jouer le jeu et parfois vivre des espèces de transe et vont se trouver à gueuler sur le participant parce que j'ai vu que c'est pas le rôle d'un père qui est très méchant et donc ça m'a très perturbé en fait parce que moi, il faut savoir qu'en tant que détective privé, je dois pas dépasser mon cadre qui est le dossier de mon requérant. Et je me retrouve dans ces situations-là à côtoyer des gens qui vont dans cette thérapie-là, qui croient à fond, parce que eux, ils y sont pas comme moi, par infiltration, et qui se trouvent avec des conseils horribles. Durant un temps, par exemple, de constellation familiale, il y a un monsieur qui s'est vu avoir comme conseil par la constellatrice qui parlait avec des gens qu'elle voyait, en fait, morts ou vivants, des ancêtres, une espèce de médiumnité, quoi, qui lui donnait des conseils pour accompagner ce monsieur. Donc, dans un cadre où on est plusieurs, où on joue des jeux de rôle, donc déjà, c'est chelou. Et elle lui donnait comme conseil de quitter sa femme parce qu'elle était tarée manipulatrice et qu'il finirait par se suicider. Savoir que dans l'histoire de ce monsieur, initialement, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il expliquait qu'il était inquiet pour sa femme puisqu'elle avait fait des tentatives de suicide et qu'il l'avait retrouvée dans le lit plusieurs fois dans des situations vraiment très, très compliquées. Donc, moi, ça m'a perturbé parce que je me suis dit, si ce monsieur suit ce conseil-là, il faut qu'il y ait un cadrage, là, une vraie psycho, quoi. C'est hyper dangereux comme conseil. C'est-à-dire, il faut que vous foutiez votre femme en haché et le monsieur était ravagé. Enfin, ça me perturbe en tant que détective privé de me dire que je me barre d'une mission et que je vois des gens dans un tel état que c'est dommage qu'il n'y ait pas que je ne puisse pas signaler des fois des trucs, quoi. Qu'il n'y ait pas une suite parce que cette personne-là, je sais qu'elle continue à exercer. Et que c'est quelqu'un qui a une grosse assise, qui a une posture de gourou, et qui oriente les gens vers des situations comme ça, familiales, très compliquées, et qui n'hésite pas à dire que, éventuellement, dans notre enfance, il s'est passé des trucs, peut-être de l'inceste et machin, enfin voilà, les thématiques de faux souvenirs dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ça, je dirais, c'est des cas qui m'ont paradoxalement, c'est les dérives thérapeutiques souvent qui sont les plus marquantes. Je dis pas qu'il se passe rien dans un groupe sectaire classique, mais au sein des dérives thérapeutiques, c'est là où je vois presque plus d'explosions familiales, parce qu'en fait, elles sont pas que thérapeutiques, elles sont sectaires. Et est-ce que dans le cadre d'un danger imminent, toi, tu as la possibilité d'avertir des forces de police, des magistrats, de l'État, quoi. Est-ce que tu as la possibilité de faire intervenir si tu vois qu'il y a un danger vraiment imminent? L'article 40. Alors, moi, je suis pas concerné par l'article 40 parce que je suis pas fonctionnaire. Donc, l'article 40 concerne les fonctionnaires, en fait. Mais je pourrais, en tant que citoyen, signaler des faits super graves, ne serait-ce que pour éviter aussi la non-assistance à personne en danger ou ce genre de choses. Si j'assistais, par exemple, à des violences, évidemment, ça, je pourrais le faire. Là où je dis que je suis perturbé, c'est justement que dans ce type de cas de figure, comme ce que je vous ai cité,
je peux pas dénoncer grand-chose, quoi. Parce qu'en fait, on est dans une thérapie qui n'est pas réglementée. Donc les gens, ils vont s'ils veulent. Elle, si elle veut faire de la psycho de comptoir et dire qu'elle parle à des morts, et même à l'aura des vivants qui sont pas loin et tout ça, elle peut le dire parce que c'est interdit. Et si des gens avaient payé pour ça, ils ont le droit de payer. Il faut en fait, la seule base que j'aurais de dénonciation, c'est l'abus de faiblesse par suggestion psychologique. On voit déjà à quel point c'est compliqué dans un milieu sectaire où vraiment on sent que c'est de la grosse secte. Donc dans un truc voilà, qui est une espèce de thérapie un peu foireuse, je pourrais presque être dans la dénonciation calomnieuse en fait moi-même. Donc c'est hyper délicat. Donc moi quand je disais le signaler, c'est pas comme ça sans filet, genre j'ai une mission, et en plus il faut savoir que derrière moi j'ai un requérant, que le requérant n'a pas forcément envie que son dossier soit étalé ensuite dans une éventuelle procédure. Donc c'est quand même super délicat. Quand je disais qu'il faudrait qu'il y ait un retour, c'est que de temps en temps, peut-être qu'il y ait une forme de partenariat effectivement avec les pouvoirs publics pour qu'ils recueillent mes informations, mes infos. Parce que comme ça, si un jour ils sont confrontés à cette dame-là, en l'occurrence, ils sauront que moi, j'ai déjà un petit peu de matos. En fait, c'est surtout alimenter Durance qu'il faudrait. Parce que ce qui est compliqué, en définitive, c'est que toi, tu peux avoir des infos qui pourraient éventuellement participer à une mise en examen, mais qu'il faudrait les regrouper aux informations des forces de l'ordre pour pouvoir monter un dossier. Et en fait, cette transversalité, elle se fait pas, grosso modo. C'est ça, exactement. Alors ça va se faire au cas par cas. Si par exemple dans un cas précis, ils vont avoir un mail à partir avec exactement le groupe que j'ai infiltré quelques temps avant, bon, ça se saura, ils me demanderont des informations, mais c'est vraiment hyper rare, quoi. Ça se fait pas de manière automatique. Je pense que dans certains cas, moi je vois surtout, c'est quand on est face à des groupes sectaires qui sont clairement identifiés et localisés. En général, les services, ils sont jamais trop loin, ils surveillent un petit peu, pas de manière forcément hyper efficace, mais en tout cas, ils savent un petit peu où checker. Les dérives thérapeutiques et qui sont rapidement des dérives sectaires, le problème, c'est qu'il y en a des centaines sur tout le territoire, que ça, ils peuvent clairement pas le surveiller, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de réglementation. Que, en plus, derrière, il faut pas oublier qu'il y a Pôle emploi qui pousse les gens à s'installer dans ce type de thérapie-là, parce qu'en face, on a des codes ROM, hein. Les codes ROM, vous savez, c'est les codes qui sont utilisés en interne à Pôle emploi pour classifier les professions. Naturopathie, hypnothérapie et tous ces trucs-là, ils ont des codes ROM. Hein. Ça fait des chômeurs en moins, des gens qui s'installent, donc ils créent leur entreprise, ils sont plus comptabilisés dans les demandeurs d'emploi. Bon, ben, Ils font vivre des villages. Comment ? Ils font vivre des villages aussi par la même occasion. Ouais, c'est ça, tout à fait, oui. Oui, faut pas oublier en effet que c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, s'il y avait déjà une première personne qui devait prendre ses responsabilités, au-delà des pouvoirs publics, hein, tout de suite, on a tendance à viser le ministère ou des gens très hauts. Je pense que les gens qui devraient d'abord être sensibilisés, c'est les maires. Parce que les maires sont des représentants de l'État dans leur commune et ils ont une obligation de police administrative. Donc, normalement, ils sont censés faire gaffe à ça. C'est-à-dire de ne pas laisser s'installer dans des maisons de village ou des maisons d'association des thérapies comme ça complètement foireuses. Alors après, ils le font, comme tu dis, parce que ça va faire peut-être vivre le bled. Ouais, il va y avoir un petit salon du bio, un petit salon du bien-être, comme ça tout le monde est content. Mais il faut fixer des limites. Actuellement, ces limites, elles n'existent pas. Les maires vont vraiment tout accueillir. Et parfois, ils vont accueillir des gens qui sont potentiellement hyper dangereux pour des familles, quoi. Et puis pour des individus, parce que il y a des gens qui sont retournés à la tête. Faut pas. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc peut-être que déjà le premier. Le premier, on va dire, échange d'informations, ça serait peut-être déjà avec les maires, sachant que les maires sont très nombreux, et si déjà ils commençaient à gérer au niveau de leur commune cet aspect-là, je pense que ça protégerait déjà pas mal des gens, à minima. Le souci étant, c'est que ça amène une manne financière qui est pas négligeable pour eux, à la fois sur la visibilité, sur les impôts que ça peut générer, etc. Et c'est compliqué. Eux, ils voient surtout l'intérêt pécunier, quoi. Bah oui. Bien sûr. La désertification aussi. C'est ça. Quand un docteur part, on sait que c'est toujours pratique qu'il y ait 2 ou 3 thérapeutes alternatifs qui s'installent. Ça fait une offre de soins entre guillemets. Donc. Bien sûr, mais ça, faut le combattre en fait. Je comprends exactement ce que tu dis, hein, mais on peut pas remplacer les gens qui sortent d'université, même s'il y a une problématique au niveau aujourd'hui moi je suis dans un département où c'est un désert médical, donc je vois exactement le problème. Hein.
Mais un médecin, c'est un médecin, on peut pas le remplacer par, de toute façon, vous le savez, hein, on peut pas le remplacer par des pseudo-thérapies, aussi nombreuses soient-elles. C'est pas la même chose. Et le problème, c'est que ça, c'est pas assez combattu pour moi. Après, bon, moi, j'ai pas là, c'est pour parler avec vous, hein, j'ai pas cette vocation de combattre ça. Mais je pense que de temps en temps, les informations pourraient servir sans doute sur une base préventive, peut-être pour expliquer que sur tel territoire, il y a telle thérapie qui se déroule et j'ai vu tel fait grave et peut-être qu'il faudrait faire gaffe et du coup dans d'autres communes, etc. Après, justement, on en parlait tout à l'heure, je t'ai posé la question, tu as répondu, mais est-ce que dans les profils types que tu constates, est-ce que tu vois que de plus en plus, il y a un certain type de personnes qui sont attirées par certaines choses, en fait? Parce que c'est vrai que nous, dans les associations, on voit que de plus en plus, c'est cet appel au New Age qui commence à bien fonctionner. C'est de plus en plus les femmes qui sont les offres d'appel. Est-ce que toi aussi tu constates ces choses? Est-ce que c'est parce que j'imagine que quand on te contacte, souvent c'est qu'une personne est rentrée dans un mouvement et donc ça doit être le conjoint. Est-ce que c'est plutôt des hommes qui te contactent? Est-ce que c'est la famille? Comment ça se passe? Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement le New Age, je le retrouve presque partout en fait. Ouais. Presque partout. Il va vraiment y avoir que dans les groupes sectaires religieux très marqués, comme je sais pas moi, tout ce qui est église évangélique ou la Sciento, les témoins de Jéhovah, qui vont rejeter ce genre de trucs parce qu'ils ont leur propre règle à eux. Dès l'instant où les trucs vont être liés à une spiritualité, on va dire un peu molle, un peu plus floue, là il y a systématiquement du New Age. J'ai même travaillé sur un dossier dernièrement où je suis sur du QAnon, donc vous voyez le groupe complotiste plutôt à la base, enfin la mouvance, on va dire complotiste, plutôt issue des États-Unis et de la génération Trump, etc. Mais en France, on en a quand même beaucoup. Hein. C'est difficile à répertorier, mais je sais pas, il n'y a pas 100 à 200 000 personnes. Hein, quand il y a vraiment énormément de groupes QAnon chez nous aussi, et qui ont été redoublés malgré la défaite de Trump, parce qu'ils justifient toujours une défaite. Bon, ça c'est Festinger, un psychosocial explique très bien ça. Bon, bref. Et ben même chez QAnon, où sur le coup spontanément on pourrait se dire c'est du complotisme de ouf, très politique et machin, ben c'est hyper New Age en fait. Ils ont vachement de croyances New Age. Donc le New Age, clairement, c'est quasiment partout. Je sais pas s'il y a eu peut-être une époque où il y avait moins de New Age, je pense. Mais effectivement, comme il y a une explosion du bien-être, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui les gens ne recherchent pas à vivre, à chercher le salut, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une super vie après la mort. Ils s'en foutent, c'est après la mort. Ils veulent déjà être heureux maintenant. Et donc, il y a vraiment une recherche de bien-être, de mieux-être, de performance au travail, de performance même partout. Donc, le New Age se retrouve partout, même dans des domaines où on pense ne pas l'attendre, comme le coaching, le développement perso. C'est hyper fréquent. Donc, si je devais donner un type, en effet, de croyance, j'irais New Age, mais le New Age lui-même, c'est un truc qui est quand même très pluriel. Il y a quand même un peu de tout là-dedans aussi. Et après, en effet, dès qu'on parle de New Age, on est plutôt sur des catégories de personnes qui sont quand même la plupart assez curieux. Enfin, moi, je tombe pas sur le profil type de gens. En fait, il peut y avoir un peu de catégories, c'est-à-dire que on va retrouver des profils de gens dans le milieu, par exemple, des églises évangéliques sur la région parisienne qui sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont dans le New Age. Dans le New Age, c'est vraiment plutôt des gens qui lisent beaucoup, qui sont très curieux et qui du coup vont découvrir un peu de tout parce que ils veulent butiner, ils veulent se sentir mieux et tout essayer pour se sentir mieux. Je ne sais pas si ce type de profil-là vous rencontrez un petit peu chez vous, mais je pense que ça doit être un peu pareil. Est-ce que Didier, toi, tu peux peut-être nous éclairer? Est-ce que tu as vu petit à petit le glissement des dérives sectaires, des grosses sectes vers le New Age? Est-ce que ça s'explique? Moi, je suis content de ce que me dit Benoît parce que ça confirme mes observations. Et donc, il faut se méfier des observations isolées. Il faut les confronter à d'autres. Et là, dans une autre sphère d'activité, je vois qu'on confirme nos observations. C'est-à-dire que habituellement, c'est vrai, comme le disait Benoît,
il y a les sectes religieuses, donc plutôt du radicalisme religieux, et puis il y a les sectes orientalisantes, mais à la mode occidentale, ce qui fait du New Age, c'est-à-dire un business énergético-spirituel, hein, qui mène à tout, les médecines parallèles, etc., et qui est en expansion, qui prend des parts de marché sur le business religieux radical, quoi, on va dire, hein, voilà, fondamentaliste. Donc, on fait les mêmes observations, et pareillement au niveau sociologique, ce sont plutôt les classes défavorisées qui vont vers les radicalismes religieux, et les classes plus aisées, plus éduquées qui vont vers le New Age, classe moyenne et supérieure, en général, quoi, hein. Bien sûr, il y a des exceptions. Et en ta qualité de correspondant du GEMPI dans ta région, donc le Poitou, Charente, etc., le Grand Sud-Ouest, tu as pu faire des observations, parce que c'est quand même un petit peu différent, même si quelque part il y a des points de jonction. Je manque encore de recul pour voir si mon département est différent de ce que je peux constater au niveau national dans ma profession, parce que moi, dans ma profession, c'est vraiment national, voire international. J'ai des demandes du Québec qui sont étonnamment similaires aux demandes françaises, hein, et avec des problèmes de rupture ou autres qui sont globalement les mêmes qu'en France, avec beaucoup de New Age. Alors au niveau de mon rôle de correspondant local GEMPI, donc je suis dans un rôle là qui est plutôt d'accompagnant, c'est-à-dire que c'est pas du tout des gens avec qui je vais bosser en tant que détective privé, parce qu'en général les gens qui viennent chercher un détective privé, ils viennent chercher un détective privé. Là pour le coup les gens qui s'adressent à moi en tant que correspondant local GEMPI, là c'est de l'accompagnement associatif que je vais faire, donc les rediriger vers le GEMPI Marseille, vers la Mivilude, vers des avocats s'ils en ont besoin. Voilà, vraiment un premier accompagnement pour qu'ils puissent se débrouiller tout ça, clairement, quoi. C'est des gens qui n'ont pas besoin d'enquête en général, mais pour l'instant, je dois dire que les gens qui m'ont contacté sont dans cette thématique-là, New Age en fait, hein. J'en tirerai pas de conclusion, mais pour l'instant c'est ça. Parce que c'est intéressant justement bientôt il va y avoir les assises de l'État à propos de tout ce qui est secte, et c'est important aussi, je pense, de pouvoir faire des profils en fait pour comprendre aussi, parce que j'ai l'impression, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que les mouvements sont en train de se mélanger, c'est-à-dire que le complotisme est en train de se mélanger à la dérive sectaire, est en train de se mélanger au QAnon, tout est un petit peu en train de se mélanger, et j'ai l'impression qu'on comprend plus trop qui sont les gens en fait qui font partie des mouvements. Et je pense que c'est important parce que personnellement, moi qui suis je suis spécialiste dans l'informatique et j'observe beaucoup sur Internet, je vois quand même que les personnes qui sont attraites à ça ont beaucoup changé en fait. Encore plus avec le Covid, c'est qu'on a une convergence en fait, à la fois politique et aussi à la fois idéologique. C'est que pour la première fois, on voit des ponts entre des idéologies de droite et de gauche qui peuvent se mêler pour une cause commune complotiste, et on voit une grosse convergence, et il faut la comprendre en fait. Et c'est vrai que le boulot de Benoît qui va en profondeur en fait, est-ce que toi tu constates justement ces convergences un petit peu partout en France de mouvements qui peuvent en fait, pour une cause commune, s'allier, alors qu'à d'habitude ils se seraient pas calculés en fait. Ouais. Alors la convergence, elle est en plus, moi ce que j'ai constaté dernièrement sur je vais dire pas un dossier en particulier puisque c'est multiple, mais comme tu le dis toi-même, en effet tu as raison, c'est des gens qui à la base font leur popote de leur côté, on voit de leur cam. Sur YouTube ou sur leur site particulier, et puis leurs combats en effet vont se regrouper. Ils sont pas forcément d'accord entre eux, mais petit à petit leur combat s'agrège, devient mutuel. Et c'est pas que français, c'est au moins francophone, donc potentiellement mondial. Je vais citer un exemple pour citer un exemple. Mais on a par exemple une convergence des luttes entre les gens qui s'appellent Thierry Casasnovas, Jean-Jacques Crèvecoeur, Tal Chaleur et Trotta. Ces gens-là, je crois que sur les 4, il y en a 3 qui sont à l'étranger. Peut-être que je me trompe pas. Mais Crèvecoeur, dans mon souvenir, il est au Québec. Il est belge à la base. Il est au Québec. Casasnovas est encore en France, mais à mon avis, il va finir par se barrer.
Je crois que Tal Chaleur est peut-être en Suisse, à vérifier. Et Trotta, je sais plus où il est exactement. Donc Trotta, lui, c'est un complotiste à la base qui verse plutôt sur le QAnon. Ces quatre-là, du coup, font des visios régulièrement ensemble, avec donc une forme de combat commun qui est anti-institutionnel, clairement, et se rapproche dernièrement de monsieur, comment il s'appelle, Frédéric Vidal, et du réseau Solaris. Donc en fait, c'est sachant que, comment il s'appelle, monsieur Crèvecoeur a lui-même constitué un réseau, et des réseaux qui sont surtout sur Internet, sur Telegram. De mieux en mieux organisés en plus. De mieux en mieux organisés, de plus en plus nombreux, avec une volonté de chaque groupe sans doute d'être plus ou moins autonome. Donc pas forcément de suivre uniquement la ligne conductrice du fondateur de départ. Donc avec cette volonté d'être autonome et surtout avec une volonté affichée dans la plupart de ces mouvances qui est anti-institutionnelle, mais éventuellement à terme c'est pas dit comme ça, hein, mais pour certains c'est dit comme ça, de renversement des institutions en place pour aller vers un nouveau système, sachant que là-dedans on a des gens qui s'agrègent à ces mouvements qui sont complotistes voire QAnon, donc avec derrière des théories autour du deep state, du nouvel ordre mondial, voire du fait qu'on est contrôlé par des reptiliens, etc. C'est potentiellement inquiétant parce que c'est des groupes qui peuvent prendre des initiatives à un moment donné dans le monde réel. Ils s'organisent. Comment ? Ils s'organisent justement. Ouais, qui s'organisent, ils sont pour l'instant très réseaux sociaux, mais du coup les réseaux sociaux ça permet, comme tu le dis, de s'organiser, de discuter, d'échanger des idées, puis de temps en temps mettre des trucs en place sur le terrain. Et à terme on verra ce qui se mettra en place sur le terrain. Mais oui, les pouvoirs publics doivent s'en inquiéter. Ok. Tu as une autre question, Emmanuel ? Non, c'était très complet. Peut-être juste quelque chose qui peut nous intéresser, mais toi, quel conseil tu donnerais, par exemple, à une victime qui vient de voir un ex-adepte ou un parent d'adepte, par exemple, qui s'inquiète de voir son fils ou un proche, tu vois, rentrer petit à petit dans un groupe un peu étrange? Les premiers conseils sont vraiment les conseils qu'on a dans le réseau associatif. Hein. C'est vraiment de dire, bon, ben voilà, vous constatez qu'il y a une rupture, donc ça, c'est les conseils de base, mais c'est vrai qu'il faut toujours les dire, c'est de pas essayer d'argumenter tellement à l'inverse, parce que ça a tendance à enfermer la personne qui se met en rupture, justement, encore plus dans sa volonté de rupture, quoi, hein, en considérant que si il y a un argumentaire en face contre la secte ou contre la thérapie ou autre, ben c'est qu'en face, clairement, ça justifie que c'est des méchants tels que le désignent les gourous, les thérapeutes ou autres. Donc plutôt être dans un accompagnement en fait de cette personne qui est en rupture et une curiosité. Ah oui, quand on a encore un minimum de contact, bien sûr, hein, c'est pas toujours le cas, mais quand on a un minimum de contact, et ben le conserver en essayant comme ça de s'intéresser à cette nouvelle spiritualité auquel s'intéresse la personne, cette nouvelle mouvance, ce nouveau groupe, etc. Bon, ça c'est sur du court terme, hein, c'est pas évident. Et en parallèle, de maintenir ce fil de communication, eh ben oui, il faut que les gens en fait fassent un maximum de capture d'écran. On sait que normalement c'est pas très bien d'enregistrer les gens à leur insu, mais là honnêtement c'est utile quoi. Là, honnêtement, faut enregistrer les appels, faut enregistrer ce qui se passe, faut qu'on fasse conserver les mails, les SMS. Parce que dans le discours de la personne qui est en rupture, il y a une somme d'indices qui peuvent servir à tout le monde, aux associations, à moi en tant que détective, mais également à la police. Derrière, il y a une enquête de police. Parce que à l'intérieur d'un discours de quelqu'un, eh ben, il y a des indices de sa spiritualité et puis parce que c'est pas toujours clair en fait en face à quel groupe on a affaire. Donc ça permet d'analyser la situation et pour pouvoir combattre le groupe qui est en face, en tout cas la croyance, ben, il faut un peu connaître son ennemi. Hein. Donc il faut avoir une somme d'informations. Il faut que les gens récupèrent toutes ces informations en étant un peu malins. Je sais que c'est pas forcément toujours plaisant d'enregistrer, mais il faut le faire. Il faut récupérer de l'information. Il faut du renseignement. De toute façon, il n'y a pas de secret quand on enquête, il faut du renseignement.
Et il faut qu'il soit en effet le plus bienveillant possible le temps de cette rupture. Mais c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Une petite question qu'on vient d'avoir via les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, quels seraient le type de groupe les plus dangereux si jamais tu avais un client et auquel tu pourrais conseiller de partir très vite à cause de la dangerosité possible des groupes? Pour moi, ce qui m'inquiète le plus à ce jour, c'est vraiment c'est pour ça que je comprends la thématique des acides à venir, dérives sectaires et complotisme. Pour moi, en effet, la mouvance la plus inquiétante, c'est, je pense, la mouvance QAnon. La mouvance QAnon est hyper inquiétante puisque c'est un complotisme qui est totalement délirant. Une violence. Comment ? Il y a une violence en plus. Il y a une violence qui est, comment dire, inévitable, puisque il considère être assailli par les hommes politiques actuels. Il considère que les hommes politiques actuels sont des potentiels pédocriminels satanistes qui se regroupent dans des sous-sols pour assassiner, violer des enfants. Donc forcément, ils vont être violents à l'encontre de ces deux personnages-là. Si on se met à leur place, on peut comprendre pourquoi. Et il n'y a pas de limite dans le complotisme, puisque encore une fois, ça va jusqu'à ce nouvel ordre mondial, le fait que éventuellement il y a peut-être une interaction avec des extraterrestres, etc. Et en plus de tout ce délire donc très complotiste, évidemment anti-vax, etc. Puisque il y a toute la thématique du fait que le vaccin est dangereux ou va manipuler les gens, etc., etc. Eh bien, il y a tout le New Age qui se greffe à ça. C'est-à-dire que dans la mouvance QAnon, il y a toute une mouvance New Age autour des chakras, des clichés qu'on retrouve dans le New Age, avec un combat contre la médecine conventionnelle, qui est la seule médecine à ce jour scientifique, un combat contre tout ce que la société standard peut proposer. Voilà, il faut être en rupture de tout le temps. Donc ça génère une forme de violence, comme tu disais Mathieu, mais surtout de paranoïa. C'est-à-dire qu'il y a une paranoïa permanente à l'égard de tout le temps. Tout est analysé. Tout est analysé. Si on suit les lives de QAnon sur Internet, la moindre information, l'autre jour, par exemple, pour citer un exemple, il y avait une grue qui était à côté de la Maison Blanche parce qu'il y avait des travaux, sans doute, point barre. Ils ont passé 1 à 2 heures à analyser la position de la grue par rapport au soleil, pourquoi elle était là. C'était sans doute une antenne de je sais pas quoi. J'ai même pas retenu la théorie tellement c'était délirant. Mais tout est analysé avec un biais de confirmation de ouf pour pouvoir justifier toutes les théories complotistes les plus délirantes. Une fois que les personnes sont prises dans cette boucle-là, je ne sais pas comment on peut revenir. Moi, pour le coup, j'ai pas la recette encore. C'est tellement déstructurant en termes de croyances, ça va tellement loin que pour moi, à ce jour, c'est sans doute dans les thématiques les plus dangereuses, sachant qu'en plus, c'est très accessible sur Internet. Ouais. C'est très très accessible sur Internet. Il n'y a pas besoin d'être happé par un groupe physique pour être embarqué dans ce machin-là. On peut être embarqué dans ce machin-là depuis son PC chez soi et ensuite par des groupes Telegram ou autres sans se déplacer sur le terrain. Donc ça peut aller très très vite. Oui, c'est compliqué. En plus, ils ont du grain à moudre avec tout ce qui se passe en ce moment. J'ai un petit peu regardé cette semaine. Ils se servent de n'importe quelle info pour rebondir. Donc, le temps qu'on débunk l'info, il y a 3000 ou 4000 fausses infos qui ont déjà circulé et on peut pas lutter, en fait. C'est ça qui est compliqué. Ouais, tout à fait. Ça va et puis ils sont efficaces pour rebondir sur les thématiques qu'ils ont dans le complotisme pour à chaque fois trouver s'il y a ça, c'est parce que c'est le nouvel ordre mondial qui se met en place, voilà, le deep state, donc il faut que l'alliance combatte la cabale. Enfin, ils ont tellement de thématiques, c'est tellement multiple que en effet chaque information qu'ils vont retrouver sur Internet, ils peuvent le passer sous le prisme du QAnon. Tout se justifie par leur croyance, parce que c'est une croyance. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne qui sont ces personnes exactement pour pouvoir ensuite, déjà dans un premier temps, arriver à mettre un stop à leur activité. Et deuxièmement, il va falloir aussi à un moment donné les réinsérer dans la société civile parce que ces gens-là, je pense qu'ils sont mal insérés dans la société et ça va devenir un problème, comme ça l'est aux États-Unis.
Ouais, bah après, c'est des choses un petit peu basiques. Hein. Il faut savoir travailler sur, dès le plus jeune âge, mais également les adultes, hein, sur ce qu'on appelle l'esprit critique, quoi. Ce qui est compliqué, c'est qu'eux pensent être dans l'esprit critique. C'est-à-dire, nous, on est des moutons et on suit sans esprit critique, alors que eux sont dans l'esprit critique parce qu'ils combattent justement tous ces complots qu'on voit pas. Alors que la base de l'esprit critique, c'est justement de savoir remettre en cause ses idées. Et s'il y a bien un truc qu'ils font pas, c'est remettre en cause leurs idées. Donc voilà, mais déjà au moins dans le process d'éducation nationale et autres, oui, faire en sorte que les jeunes, les ados soient toujours dans une dans cet esprit critique ça, ne pas adopter la moindre théorie qui vient, même si elle est séduisante, même si elle a l'air comme ça super sympa à vivre. Faire attention parce que ça peut être faux. Et puis toujours revenir au fondement, de dire il y a quand même la science qui existe, et la science, si elle existe et s'il y a un consensus scientifique, il faut peut-être réexpliquer pourquoi ce consensus scientifique existe. C'est pas un truc politique, c'est pas là pour manipuler les gens, c'est simplement qu'il y a une communauté d'êtres humains qui travaillent ensemble, et les scientifiques sont pas toujours d'accord entre eux, et c'est d'ailleurs ce qui fait que le consensus scientifique est sain, c'est parce que les gens débattent des articles, etc. Mais il y a tout un truc à revoir, quoi. C'est que cette culture du consensus scientifique, de la méthode scientifique et tout, ça s'est perdu, je pense. Oui. Et voilà. Là, bon, après, moi, je suis que détective privé, donc là, on parle ensemble, mais je pense que c'est ce genre de choses qui devraient être réfléchies à plus haut niveau. Il y a du boulot à faire. Oui, je le pense aussi. Ensuite, pour redonner un peu d'espoir, donc une petite question à la fois pour Benoît et à la fois aussi pour Emmanuel. On a pas mal de questions à ce sujet sur les réseaux sociaux. Grosso modo, si je suis un gourou, j'ouvre mes thérapies alternatives, etc., légalement, qu'est-ce que je risque? Alors, il faut savoir que, mais ça vous le savez, mais pour les auditeurs, le terme secte, ça n'a pas de consistance juridique. Pas plus que des dérives sectaires d'ailleurs, donc ça veut dire qu'en France, on peut ouvrir sa secte et puis l'appeler secte. Ça pose pas de problème. Au même titre qu'on peut ouvrir n'importe quelle thérapie, en fait, en France, en termes thérapeutiques, dans le champ de la psycho, il n'y a pas 15 000 trucs qui sont réglementés. C'est le psychiatre, il faut être médecin, hein. Psychologue, il faut être psychologue, donc un instant de psycho plus un stage de 500 heures. Et puis psychothérapie, qui est protégée, enfin le titre de psychothérapeute qui est protégé depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Au-delà de ça, il n'y a rien qui est réglementé, y compris psychanalyse. Hein. On peut s'installer psychanalyse en étant mécano la veille. J'ai rien contre le mécano, mais c'est juste pour dire que le mec, il n'a pas fait d'études de psycho et qu'il peut installer sa plaque de psychanalyste du jour au lendemain. Il n'y a pas de réglementation, tout le reste non plus. Donc on peut inventer n'importe quoi à partir de la base de psy quelque chose, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on risque si on fait de la psychotoire en termes d'exercice égal de la psycho, ben rien, puisque ça n'existe pas. Donc, ils vont veiller à pas faire de diag médicale, parce que ça, beaucoup, ils peuvent être poursuivis pour exercice illégal de la médecine. Donc là, maintenant, ils sont suffisamment prudents en général pour l'éviter publiquement. Hein. On va pas le retrouver sur leur site, ou alors ils sont franchement pas prudents. Donc ça, c'est plutôt en off qu'on va le choper. Donc, c'est-à-dire, moi, typiquement, quand je m'infiltre, on voit un petit peu s'il y a de l'exercice légal de la médecine. Mais sinon, en soi, comme ça, du temps long, il risque pas grand-chose. Ils vont veiller à ne pas être dans une grosse manipulation dégueulasse, donc ils vont veiller, par exemple, à ne pas être dans un gros charlatanisme. Il faut savoir que la plupart des gens qui s'installent dans une thérapie pas cadrée sont pas des escrocs, sont pas des charlatans. C'est-à-dire que c'est rarement des gens qui vendent un truc qu'ils savent trop. En général, ils pensent vraiment avoir une forme de don, le magnétisme ou autre. Ils pensent vraiment faire du bien. Et comme ils n'ont pas été en fac de psycho pour apprendre comment gérer une thérapie, dans les règles de l'art, eh bien, ils vont faire n'importe quoi. C'est comme si moi, du jour au lendemain, on me disait démonte un moteur de bagnole. Ben, je vais le démonter. Sauf que pour le remonter, ça va être un peu compliqué pour moi, quoi. Bon, la psycho, je dis pas que l'esprit humain fonctionne comme ça, mais juste pour dire, tout s'apprend. Donc la psychologie, ça s'apprend. Donc ces gens-là n'ont pas une volonté de mal faire quand ils vont s'installer en tant que, je sais pas, moi, psycho-énergéticien, comme je disais tout à l'heure, ou psycho-généalogiste, ou peu importe. Et ils vont peut-être avoir une volonté de bien faire, mais du coup, ils vont nécessairement mal faire. Et je dirais que c'est presque pire qu'un charlatan, parce qu'un charlatan, il sait qu'il ment. Il sait qu'il va faire ça pour le pognon. Quelqu'un qui va faire ça parce qu'il pense qu'il fait du bien, il va continuer, parce que lui-même, ça lui fait du bien de faire du bien. C'est un cercle vicieux. Et je dirais en plus, comme on disait tout à l'heure, au sein d'un bled, il a une position sociale.
C'est-à-dire que socialement, peut-être qu'il a un métier qui est à la base un peu chiant, et s'il s'installe avec des dons en hypnose ou en magnétisme ou autre, et ben ça lui donne une position de guérisseur en quelque part. Donc c'est vachement plus valorisant. Moi, je rencontre pas mal de cas où les gens ne demandent pas grand-chose. Dans des bleds de campagne, les gens disent souvent vous ne payez pas ou vous me payez 3 fois rien. Ça change rien. Hein. Ça peut faire autant de mal, voire plus. Parce que même l'argument qu'on entend, c'est vous voyez, il fait pas ça pour l'argent. Oui, mais on s'en fout. À la fin, il peut être déstructurant quand même en termes d'accompagnement thérapeutique. Il y a vraiment des gens qui ont quand on dit qu'il y a une perte de chance au niveau thérapeutique, ça peut être basiquement quelqu'un qui a un cancer et qui va pas avoir le bon thérapeute, il va peut-être arrêter sa chimio, donc ça c'est pas très bon. Mais il y a aussi une perte de chance en accompagnement psychothérapeutique. C'est-à-dire qu'il y a des gens des fois qui vont complètement décompenser parce qu'ils vont être par exemple, je sais pas, bipolaires, sauf qu'ils vont pas aller voir le bon intervenant, ils vont pas prendre leur traitement et ça peut être catastrophique. Avec des grosses dépressions derrière, des tentatives de suicide et autres. Mais à la base, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il risque au départ tant qu'il n'y a pas de gros problèmes et de gros clashs dans une famille avec potentiellement des grosses ruptures et éventuellement un décès, ce que j'espère jamais évidemment, mais il risque pas grand-chose. Et pour les sectes, les groupes qui s'assemblent, ils peuvent, comme je disais tout à l'heure, pareil, s'appeler secte, ils risquent rien. Dès l'instant où il veille à n'a pas aller trop loin. Oui, parce que l'abus de faiblesse est dur à prouver. Du coup, il nous reste que l'exercice illégal de la médecine qui, malheureusement... Parfois l'escroquerie aussi. Ça va. Il y en a en fait un certain nombre d'infractions quand même. C'est ce que disait Benoît. En fait, secte, ça peut tout et rien dire. Enfin, ce qui est puni par la loi, c'est les dérives sectaires. Donc, c'est toutes les infractions qui sont commises dans un cadre qu'on appelle sectaire. Ouais, donc, ça va être par exemple, justement, comme tu disais Didier, l'escroquerie, l'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse, c'est bon, ça dépend dans quel cadre il est commis, mais c'est 3 ans, il me semble, d'emprisonnement. Ça passe à 5 ans si c'est un gourou, ou ça passe encore plus quand c'est un bon organisé. Ouais. Les gars de la médecine, je crois que c'est 2 ans. Après, on a toutes les infractions sexuelles qui sont malheureusement très courantes aussi dans les groupes sectaires et dans les pseudothérapies, justement. Je sais que moi, par exemple, à la permanence juridique GMP, j'ai pas mal de gens qui sont venus vers moi parce qu'un hypnotiseur a voulu déverrouiller un chakra qui était un peu bas, quoi, et qui était assez insistant là-dessus, par exemple. Donc ça, c'est toujours des infractions, en fin de compte. Ouais. Et on a, un certain nombre d'infractions. On a aussi la mise en danger. On a aussi, par exemple, l'homicide involontaire. On a eu pas mal d'affaires comme ça, notamment avec les naturopathes qui font des cures un peu bizarres et qui se concluent malheureusement par le décès d'une personne qui n'était pas surveillée dans ce cadre, etc. Donc, c'est assez large, en fait. Tout à fait, mais moi, je constate que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'importance que les gens aient une culture scientifique en général, mais par exemple, d'emblée, quand on interroge, on peut faire le test, quand on interroge son entourage, les gens ne savent pas dans le champ 6 qui est cadré, en fait, ce qui est réglementé. Ils n'ont aucune idée qu'un psychopraticien, par exemple, c'est pas la même chose qu'un psychologue. Ils peuvent se dire, comme ça commence par psycho quelque chose, c'est pareil. Déjà, faire la différence entre un psychiatre et un psychologue, pour les gens, c'est pas forcément évident, mis à part qu'il y en a un qui est remboursé par la Sécu et pas l'autre. Mais je blâme pas les gens, c'est-à-dire que si à la base, il n'y a pas une information facile à acquérir pour les gens, ils ne sont pas censés le savoir. Et puis en face, il y a toutes ces professions réglementées qui vont jouer sur cette ambiguïté. Il faut vraiment qu'il y ait un changement législatif pour cadrer toutes ces thérapies qui sont pas cadrées, pour déjà qu'ils jouent pas sur ambiguïté psy quelque chose, que déjà d'emblée on dise vous ne pouvez pas utiliser psy quelque chose parce que ça génère une ambiguïté, ça génère une confusion, c'est une forme de parasitisme et que c'est pas bien. Je pense que déjà, je vais me faire taper sur les doigts à dire ça, mais je m'en fous, je le dis. Je pense qu'il y a un problème avec la psychanalyse en France qui a freiné justement cette réglementation-là autour de la terminologie psy quelque chose, parce que les psychanalystes se servent de cette confusion-là pour s'installer eux-mêmes en tant que psychanalyste. Encore une fois, la psychanalyse n'est pas cadrée, on peut s'installer en psychanalyste sans avoir aucun diplôme, même si ça paraît comme ça pour les gens, ils vont se dire ah bon et tout machin, mais oui c'est le cas. Alors que les psychologues eux ne le peuvent pas. Il faut que cette ambiguïté cesse à un moment donné, parce que ça rend service à personne et que ça va conduire les gens vers des thérapies qui sont potentiellement quand même dangereuses pour eux.
Oui, puis surtout en plus la psychanalyse, c'est un domaine qui n'évolue pas beaucoup scientifiquement. C'est un domaine qui est lié à des travaux très anciens. Et le souci, c'est que ça peut être un frein à certains processus certaines démarches qu'on peut avoir. Ça peut être un gros frein, ça peut perdre un patient, ça peut perdre une personne. Donc il serait temps aussi qu'il y ait un petit peu de ménage qui soit fait à ce niveau-là, quoi. Alors, côté positif quand même, le GENPI met à disposition du public des formations gratuites qu'on peut regarder sur son site dans la rubrique formation. Vous verrez des formations en ligne. Donc on peut déjà acquérir une cohérence sur le sujet et donc devenir soi-même quelque part une protection pour sa famille et ses amis. Exactement. En premier lieu, en effet, c'est ça, bien renseigné, quoi, en fait. Après, je pense aussi que les gens actuellement, je vais pas faire le sociologue à deux balles, hein, mais c'est vrai que la médecine fait pas toujours un peu rêver en termes de thérapie. Puis les médecins, ils ont pas le temps. Les médecins, moi, dans des départements comme le mien, ils sont parfois pas disponibles. C'est-à-dire qu'on n'a même pas forcément de rendez-vous. Donc, on va chercher un accompagnement où on peut. Les psychologues aussi, hein, dans mon secteur, c'est compliqué à avoir, hein, parce que c'est facile à dire de dire faut aller voir un psychologue. Et quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Et donc, les thérapies qui fleurissent comme ça, il y en a un peu partout. Les gens, ils veulent d'abord de l'écoute sur leurs problèmes, et puis que ça soit pas torché en 10 minutes. Donc, je peux comprendre qu'il y ait ce besoin des gens de trouver une écoute. Et puis, je dis pas, peut-être que dans le champ des thérapies pas cadrées, il y a des gens sans doute très bien. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens de bonne volonté. Le problème, c'est qu'encore une fois, comme c'est pas cadré, on ne sait pas à quel moment ça peut être préjudiciable. Mais il y a tout un truc à faire aussi, hein. Il faut sans doute aussi plus de psychologues en France, plus de médecins, mais ça, c'est un autre sujet, quoi, hein. Mais pour que les gens soient plus enclins à se tourner vers des choses réglementées, cadrées. Je dis souvent, est-ce que vous pouvez confier votre santé à quelqu'un qui potentiellement faisait des kebabs 15 jours avant? Il faut réfléchir à ça. Malheureusement, on en est là, c'est que la santé, c'est quand même un domaine qui nécessite énormément d'études. Et est-ce qu'on est prêt à mettre notre vie dans les mains de quelqu'un qui n'a pas les compétences? Et c'est là tout le problème. Alors nous, on a tout un train de mesures qu'on a proposé pour les assises sur les dérives sectaires et le complotisme qui vont se dérouler en mars et sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Donc on vous tiendra au courant à ce sujet. D'ailleurs, Benoît est partie prenante dans cette affaire, comme le GEMPI. Donc on verra ce que ça va donner. On vous tiendra au courant. Donc je pense qu'on a fait le tour. Merci Benoît d'être intervenu dans ce podcast. Ça nous a aidé un petit peu à en savoir plus sur ton métier, à en savoir plus sur comment fonctionne un détective privé dans le milieu des dérives sectaires. Ouais. J'espère que nos spectateurs pourront en savoir plus, et s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, surtout on te les fera passer. Merci aussi Emmanuel d'avoir préparé les questions. C'est vrai que c'est plus juridique, donc c'est plus de ton ressort, donc merci beaucoup. Et merci à DJ de ses éclairages. Quoi qu'il en soit, on revient au prochain podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les balancer sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok. Et je vous dis merci et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci.